Bienvenue à Parole de journaliste. Aujourd'hui, j'accueille Kerwin Maïzo et à nouveau qui va se présenter aujourd'hui. C'est Trésor, notre ami de Jeune Afrique. Mais il va prendre le temps de se présenter parce que Kerwin Maïzo, vous le connaissez désormais, il n'est plus à présenter. Je ne voudrais pas présenter Trésor, mais je voudrais surtout qu'il se présente aux Congolais qui vont le découvrir aujourd'hui. Trésor, bienvenue à Parole de journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter auprès des gens qui nous suivent et qui vont peut-être bientôt te suivre régulièrement dans notre émission? Merci déjà de m'avoir invité. Je m'appelle Trésor Kibangula. Je suis actuellement journaliste dans la rédaction Jeune Afrique, un magazine très suivi en Afrique et en Europe, qui traite de l'actualité africaine. Donc voilà. Et pour dire brièvement ce que je suis. Est-ce qu'il y a déjà des papiers que tu as écrits ou des choses qu'on peut te retrouver? Oui, à Jeune Afrique, je travaille à la fois pour les magazines papier et dans la rédaction internet. Donc dernièrement, avec l'association La Chute de la ville de Goma, j'ai publié pas mal de papiers live qui racontaient un peu l'évolution de la situation à l'Est du pays. Voilà. Et sur les magazines aussi, il y a des papiers que j'écris de temps en temps. Le dernier papier que j'ai lu, c'est sur le site internet du M23, Exactement. qui a été cancellé. Et puis sur le magazine papier, si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il a écrit quelque chose sur la visite de M. Matata Mponiora. Exactement. Bienvenue à Parole de journaliste. Jingle. On va aborder comme d'habitude 3 sujets clés, mais principalement ça va tourner autour de la chute de Goma et de la défaite des FARDC face au M23. Nous parlerons bien sûr du discours de Joseph Kabila après la chute de la ville de Goma. Nous continuerons par la couverture médiatique de la presse internationale par rapport aux événements qui se passent aujourd'hui en RDC et nous finirons par les politiciens et le Parlement congolais à Kinshasa et tout ce qui s'y passe actuellement. Pour commencer, je voudrais déjà qu'on retrace un peu l'histoire de Goma avec sa chute le 20 novembre. On attendait énormément l'allocution de Joseph Kabila. Une allocution qui était prévue, si je me souviens bien, le soir, mais dans la précipitation, à mon avis, je trouve, dans la précipitation, il s'est présenté et la RTNC a changé ses programmes, nous a présenté une allocution de Joseph Kabila, ou une conversation. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette prestation de Joseph Kabila durant cette journée du 20 novembre 2012? Pour moi, le point de presse de Kabila à la chute de Goma était pas précipité. C'était la ville est tombée, il fallait réagir. Les Congolais attendaient un mot du président de la République, de quelqu'un, de celui qui est à la tête de la nation. Et au même moment, le président ougandais avait convoqué une réunion extraordinaire de la conférence internationale de la région de Grand Lake à Kampala. Donc il devait partir et avant de partir, il a tenu à faire ses points de presse. Et ce que j'ai remarqué en suivant le président de la République ces jours-là, c'était ce que j'ai déploré même, c'était le manque de tonalité, quoi. L'événement était si grave, si dramatique, c'est quand même le chef-lieu de la province du Nord Kivu. On entendait un discours fort du président de la République, mais ce qu'on a vu, c'est pas, en tout cas, à mon sens, c'est pas ce que les Congolais attendaient, quoi. J'étais un peu frustré et déçu. Est-ce que Kerwin, tu as eu aussi la même frustration que Trésor ou tu vas encore nous servir? Je ne m'attendais à rien du tout. Ouais, je vais vous le servir, hein. Tant qu'il n'y a pas un contentieux électoral qui est résolu, certaines choses qu'on nous dit, pour moi, ça n'a aucune pertinence. En tant qu'analyste, pourquoi les gens ne se soudent pas derrière ces gouvernements contre les Rwandais? C'est parce que les gens sont frustrés justement par rapport à ces contentieux électoraux. Et puis la façon dont ce discours a été débité, pour moi, sincèrement, j'ai la même frustration que lui, parce que de toutes les façons, on n'a plus besoin de discours, on a besoin d'actes. Alors moi, l'acte que j'aurais apprécié, quelle que soit la légitimité de ces gouvernements, c'était d'abord faire une déclaration de guerre, ensuite suspendre les relations diplomatiques avec le Rwanda, enfin fermer la frontière, non, encore fermer la frontière
entre Goma et Kiseni, c'est de la frontière avec le Rwanda, et faire la bronca militaire. Tout ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, faire une déclaration de guerre contre le Rwanda, c'est une grave décision. Déjà, on va faire une déclaration de guerre lorsqu'on a une armée. Le grand problème pour nous aujourd'hui, c'est que le pays n'a pas une armée. On a eu 10 ans pour mettre en place une armée. Tout simplement. Voilà, donc lorsqu'on n'a pas encore plus de 10 ans. Lorsqu'on n'a pas encore mis en place l'armée, ce serait vraiment irresponsable aujourd'hui pour les autorités. Nemo auditur turpidine suam allegans. Donc il faut jouer plutôt sur les terrains diplomatiques, ce que Kinshasa essaie de faire. Qui veut la paix prépare la guerre, et on a eu 2 mandats pour préparer la guerre parce qu'on sait qu'on est à côté d'un voisin très belliciste et avide de nos richesses. Donc ça devait être d'ailleurs le premier chantier. Réhabiliter l'État et mettre en place une armée nationale et républicaine. Parce que cette armée, elle est très efficace lorsqu'il s'est agi de réprimer au Bas-Congo. À l'interne, parce que bon, c'était même pas la police qui a réprimé. Cette armée a été très efficace. Si on voulait mettre en place une armée digne de ce nom, on l'aurait fait. Donc on l'a pas fait. Messieurs, si on essaie de suivre votre échange, donc on se retrouve face à quelqu'un qui est plutôt pour une négociation, puisqu'effectivement vous dites que la RDC n'a pas d'armée pour combattre, et vous dites en fait que c'est une faute de ne pas avoir préparé la guerre, et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On négocie, puisque vous êtes d'accord, puisque vous dites qu'on n'a pas d'armée. Pendant 10 ans, on n'a pas préparé, on ne s'est pas préparé à une guerre. Est-ce que le fait de négocier empêche-t-il de poser des actes symboliques forts? Et parmi ces actes symboliques, pour rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, on a besoin d'une armée forte, sincèrement. Juste pour rompre les relations diplomatiques. Oui, aujourd'hui on ne peut pas non plus rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda parce qu'on est obligé de discuter avec le Rwanda. Mais pour discuter avec le Rwanda, on doit avoir des relations diplomatiques. Non, pas du tout. Mais déjà, et ça c'est dans un cadre bilatéral. Parmi les gestes forts, Kinshasa a rappelé son ambassadeur, l'ambassadeur de la RDC à Kinshasa a déjà rappelé à Kinshasa. C'est déjà un geste de mécontentement pour dire que nous ne sommes pas contents du fait que vous, voisins, déjà la mère Mende avait dit qu'il n'y avait pas besoin de rompre les relations diplomatiques. Parce que justement, Kinshasa continue à négocier avec Joseph Kabila dit carrément l'opposé. Déjà, au niveau de l'exécutif, l'information circule mal, où il y a quelque chose qui ne va pas. Le ministre de la Communication qui dit que nous allons continuer dans ce sens, et l'autre qui dit non. Premièrement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement déjà pour essayer de justifier les contradictions s'il y en a de la part de l'exécutif. Mais quand tu observes ça et que tu vois ces contradictions, qu'est-ce que tu te dis? Moi j'ai noté que Kinshasa était dans la capacité aujourd'hui, c'est du pragmatisme aujourd'hui sincèrement. Les pays n'ont pas la capacité, comme je disais tout à l'heure, de rompre directement les relations avec le Rwanda parce que militairement on n'est pas capable de mener la guerre contre le Rwanda, donc il faut privilégier la voie diplomatique. Contrairement à tout ce qu'ils nous disent, non, il y a la voie militaire, la voie diplomatique. Oui, effectivement. Tu me permettras de rebondir dessus, puisque Joseph Kabila aime souvent répéter cette phrase, comme quoi toutes les options sont sur la table, la voie diplomatique, militaire et politique. Kerwin Maïzo, aujourd'hui, ils ont privilégié plutôt la voie diplomatique. Est-ce que pour toi, ça va être une réussite ou non? Là, aujourd'hui, on dit que c'est une réussite avec le départ du M23 qui vient de quitter Goma. Bon, moi je dirais qu'on utilise une voie avec récurrence si ça donne un résultat positif. Les négociations, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. Les négociations, depuis, même avant Sun City, il y avait des négociations. On ne fait que tourner en rond. On va des négociations en négociations, des négociations en négociations, sans résultat. Parce que comment est-ce que moi j'appréhende ces conflits? Pour moi, c'est, comme je l'ai toujours dit, il y a des commanditaires, des sous-traitants et des exécutants. Les commanditaires, c'est certains pays dont une nébuleuse, que je dirais mafieuse, des pays anglo-saxons. Certaines personnes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec leurs associés, en Belgique et dans d'autres pays, qui ont commandité cette guerre, exécutée par le Rwanda et l'Ouganda, qui exécutent une guerre, ce que les Américains appellent une guerre de basse intensité.
par proxy par le Rwanda. Et les exécutants sont certaines personnes au Congo, certaines personnes au sein de la MONUSCO, ainsi de suite. C'est des exécutants. Alors, quand on regarde l'histoire de cette guerre, pour moi, de façon caricaturale, permettez-moi parce qu'on doit être bref, le Rwanda égale l'AFDEL. L'AFDEL égale les RCD. Les RCD égale les CNDP. Les CNDP égale le M23. Donc, depuis qu'on a commencé les négociations avec l'AFDEL, c'est pour quel résultat? On n'a pas de résultats. Alors, si on ne peut pas négocier... On va te répondre, on a obtenu à un moment donné la paix. Les Congolais ont réussi à un moment donné à vivre en toute quiétude. Les Congolais de l'Ouest, quand vous parlez de paix, de quelle paix vous me parlez, puisque pendant cette période, il y a eu entre 5 et 8 millions de guerres. La paix, 8 millions de morts. Non, de morts, pardon. 8 millions de morts. La paix, par définition, ce n'est pas que l'absence de guerre. La paix, c'est une notion multiforme. Alors, si vous définissez la paix comme étant l'absence de guerre, peut-être, mais si vous prenez la définition extensive de la paix, le Congo n'a jamais été en paix depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, je ne peux pas dire que le Congo a déjà été en paix. Moi, je pourrais plutôt nuancer. Le Congo, je dirais pas que le Congo a été en guerre depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Je dirais que le Congo a connu ces plus de 15 dernières années une situation sécuritaire inquiétante à l'est du pays surtout. Et la première guerre partie de l'est jusqu'à l'ouest, donc de Goma et de Mera jusqu'à Kinshasa, c'est la guerre de l'AFDEL en 1996 jusqu'à 1997. Et après, il y a eu l'autre guerre du RCD, 1998, et là, il y a eu des négociations qui ont abouti à l'accord inclusif. Voilà, en 2003, il y avait plus de guerres au pays, en tout cas, mais il y avait quelques groupes armés, les Maï Maï, les FDLR, la LRA, et voilà, qui continuaient à être actifs dans la partie est du pays. Voilà, donc je voulais juste apporter cette petite nuance là. Mais quand on essaie de parler aussi de paix ou de non-guerre, mais cette soi-disant paix a permis à la RDC économiquement de redémarrer, d'avoir quand même des points de croissance très intéressants qui ont fait que ça a pu attirer des investisseurs. Aujourd'hui, avec cette crise et cette guerre affichée, c'est la fuite en avant pour les investisseurs. Donc, encore une fois, le chômage, la crise, tout ça va ensemble. Donc, est-ce qu'une négociation ne vaut mieux pas aller négocier que chercher à recompter, à retourner en arrière? Pourquoi on n'a pas d'armée? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais pourquoi ne pas mettre en branle les mécanismes internationaux idoines en la matière? Parce que là, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies a été violé. Pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour que cette partie de la Charte soit appliquée lorsqu'un pays est agressé, conformément à la résolution 3314 des Nations Unies? Qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance? Il y a déjà le chapitre 6 et puis il y a le chapitre 7. Parce qu'on parle de négociations, aller négocier avec les Rwandais qui nous agressent. Il y a des rapports qui existent. Pourquoi ne pas se montrer efficace, aller à l'ONU et essayer de sortir de ces conflits par là? Parce que c'est la seule voie qui nous reste. Au lieu d'aller à genoux devant notre agresseur, négocier l'épée sur les reins. La voie du chapitre 7 a été plusieurs fois évoquée. La France a porté très haut la voie congolaise. Ce n'est pas à la France de porter très haut la voie congolaise. Hein. C'est aux Congolais de parler eux-mêmes. Oui, mais la France en tant que puissance. Parce qu'en face, il y a aussi les États-Unis qui ont toujours bloqué la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, la résolution qui était en discussion, c'était celle de l'élargissement du mandat de la MONUSCO pour permettre à la MONUSCO d'imposer la paix à l'Est, par exemple. Au-delà de la simple protection des civils qui ne tient pas, on a vu encore récemment avec l'entrée de M23 à Goma. Oui. La MONUSCO a dit on n'a pas le mandat de battre contre les rebelles, on a le mandat d'appuyer les FARDC.
Donc c'est pourquoi la France, avec les Congo bien sûr, voudrait que ce mandat-là puisse être élargi. Mais au Conseil de sécurité, vous savez, il y a des pays qui pèsent, des pays qui ont des droits de veto et qui ne voient pas encore de bon oeil que ces mandats-là soient élargis. Et je cite par exemple les États-Unis. Mais ces pays-là qui pèsent au Conseil de sécurité, il y a des mécanismes pour faire qu'ils pèsent un peu moins. Lesquels, par exemple? Contourner le Conseil de sécurité pour aller par exemple à l'Assemblée générale qui a eu lieu. Les Palestiniens l'ont fait. Pourquoi oui, pas nous? Oui, mais ça c'est pour il y a certaines questions. Oui, je sais qu'il y a des résolutions à passer par les conseils de sécurité. Non, il y a certaines questions qu'on peut. L'Assemblée générale traite de toutes questions, bien que les résolutions ne seront pas contraignantes, mais cela aurait au moins la force psychologique d'avoir été pris. Et parce que si on veut que ça passe au Conseil de sécurité, que les diplomates congolais fassent leur boulot. Ils savent comment on le fait. Pour le moment, certaines personnes ont un déficit de compétences, ils ne font pas leur boulot. Mais c'est aussi une question des intérêts des États. Les États aujourd'hui, ils regardent leurs intérêts. Oui, mais lorsque les États-Unis regardent leurs intérêts, il faut montrer aux États-Unis qu'avec un gouvernement responsable à Kinshasa, ces intérêts ne seront pas remis en cause. Tout simplement. Pourquoi les intérêts des États-Unis au Congo doivent être garantis par un petit État comme le Rwanda et non pas par les Congolais eux-mêmes? Parce que les États-Unis n'ont pas encore trouvé d'interlocuteur qui en valent la peine en RDC. Non, les interlocuteurs, il y en a. Les interlocuteurs, il y en a. Cette économie de prédation, ça doit s'arrêter. Les Congolais doivent s'élever, dire non et montrer qu'ils sont capables de gérer leur pays. Et ils ne sont pas fermés de coopérer avec tout le monde. La Corée du Sud est, entre guillemets, sous occupation économique des États-Unis, mais c'est un pays pratiquement développé. Comment ont-ils trouvé le moyen de concilier développement économique avec présence des États-Unis? Nous aussi, on est capable de le faire. Sauf que, pour le moment, si ceux qui sont au pouvoir voulaient que les choses marchent autrement, ça marcherait autrement. Parce qu'il y a des voies et moyens de le faire. Je suis d'accord. Alors, toujours pour conclure les propos de Joseph Kabila, moi je voudrais que vous essayez de nous expliquer quelles sont ces preuves dont Joseph Kabila parle régulièrement, puisque avant de partir à Kampala, il disait bien que la RDC a des preuves contre tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre qui serait imposée à la RDC. Quelles sont ces preuves? Qu'est-ce que la RDC a aujourd'hui contre les agresseurs? Aujourd'hui, ce qu'il y a sur la table, c'est les rapports des experts des Nations Unies. Des rapports qui attestent qu'il y a bel et bien l'appui financier, militaire du Rwanda et depuis toujours contesté. Le Rwanda conteste le Rwanda conteste. Les États-Unis bloquent la nomination du Rwanda. C'est une preuve aujourd'hui sur la table. C'est une preuve solide et la Grande-Bretagne, hypocritement, s'en est servi pour bloquer l'aide budgétaire destinée au Rwanda. Et pas seulement la Grande-Bretagne, il y a plusieurs pays parce que les preuves sont probants et assez solides. Deuxième point, nous allons parler un peu plus du M23 et essayer de savoir qui sont ces gens qui aujourd'hui agressent la RDC, dont certains appellent directement les rebelles rwandais, d'autres les appellent les rebelles congolais. Qui sont-ils? Sont-ils des rebelles rwandais ou des rebelles congolais? Les rebelles du M23 sont des anciens soldats, des anciens rebelles déjà du CNDP. CNDP qui a signé avec Laurent Nkunda, qui a signé les accords du 23 mars, qui sont en train de revendiquer officiellement aujourd'hui. Donc, ces rebelles-là étaient intégrés, ils sont incorporés dans l'armée nationale. Donc, dire qu'ils sont des Rwandais, je pense que c'est une décision ou une déclaration hâtive. Parce qu'à la fois, ils sont rwandophones, mais aujourd'hui, depuis 2003, on a réglé les Congo avec l'accord inclusif et global, on a réglé cette question de nationalité. On a dit désormais, toute personne dont un des ascendants a été membre d'une ethnie établie au Congo à la date du 30 juin 60, donc il y a 50 ans, s'il y avait quelques tribus rwandophones dans cette partie est, ils sont congolais. Donc cette question-là, moi je pense, est un peu dépassée. Donc ces rebelles, la plupart,
Tutsis, mais pourraient être aussi des Congos comme ils pourraient être du Rwanda. Ça, il y a à boire et à manger, quoi. Pour moi, ce n'est pas une rébellion, c'est des personnes, et c'est supplétif de l'armée rwandaise. Il s'agit bel et bien d'une agression, ce n'est pas une rébellion. Mais donc on ne peut pas parler de rébellion rwandaise parce qu'une rébellion ne peut pas être étrangère. Donc si c'était des Congolais, on allait parler de rébellion, mais comme c'est des supplétifs de l'armée rwandaise qui nous agressent, pour moi, ce n'est pas des rebelles. Maintenant, la loi sur la nationalité, moi j'ai fait un exposé lors de la Congo 8, de toutes les lois sur la nationalité congolaise depuis 1885 à nos jours. Déjà, ces gens sont venus chez nous par rapport à la mission de l'immigration de Banyarwanda. Donc, ce n'est pas une tribu qui était établie, mais c'est des gens qui sont venus dans ces cadres-là. La Belgique qui a colonisé le Congo et qui n'a pas colonisé le Rwanda et le Burundi, mais qui gérait ces pays par mandat de la Société des Nations. Lorsque l'Allemagne a perdu toutes ses colonies africaines, n'avait pas le droit de leur accorder la nationalité, ni belge, ni congolaise. Et si on comprend bien la partie de Trésor, c'est de dire que depuis 1960, ben aujourd'hui, c'est la loi. La loi congolaise, c'est ce qu'elle dit. Cette loi, la première... Elle n'est pas abrogée, la loi. Non, cette loi, la première de 1960, avait été abrogée parce qu'elle avait certains éléments d'illégalité à l'intérieur. On ne va pas aujourd'hui accorder globalement la nationalité congolaise parce que, même si c'est issu d'un accord, parce que déjà notre constitution ne l'autorise pas, il y a une loi sur la nationalité qui doit être respectée. Ensuite, si les Banyarwanda veulent devenir congolais, qui demandent la nationalité individuellement et pas globalement. Ensuite, ils doivent... La loi aujourd'hui, la loi sur la nationalité congolaise. Globalement, la Constitution dit, le droit constitutionnel dit que pour avoir la nationalité congolaise, on doit faire allégeance au Congo. Quelqu'un ne peut pas prendre la nationalité congolaise et faire allégeance à un État étranger. Par exemple, le Rwanda. La plupart de ces gens, ils font allégeance à un État étranger, tout simplement. Moi, si les choses ne dépendaient que de moi... Là, si je vais dans le sens de Trésor, lui, il parle réellement du texte. Alors, si on aime le Congo, qu'on abroge cette loi qui est illégitime. Voilà, juridiquement, aujourd'hui, ces personnes-là, on ne peut pas... Le droit va de pair avec la légitimité, qu'on abroge cette loi qui est illégitime. Tu as fait des études de droit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le 2 décembre, ces rwandophones, comme les appelle Trésor, se présentent... Non, c'est Banyarwanda, pas rwandophone. C'est Banyarwanda. Qui se présentent devant une cour de justice en RDC, peuvent-ils, oui ou non, être reconnus comme congolais? La cour de justice regardera d'abord la loi. Que dit la loi? Je ne l'ai pas encore lu, mais attendez, on va continuer. La cour de justice regarde la loi. Si cette loi dit qu'ils sont congolais, la cour de justice va vérifier si ces gens prêtent allégeance au drapeau congolais. S'ils ne prêtent pas allégeance au drapeau congolais, on doit leur enlever cette nationalité. Oui, qu'elle soit longue ou pas longue. On ne peut pas déclarer les gens. Alors dans ce cas, non. Si la loi reconnaît la nationalité. Dans ce cas, qu'on fasse une procédure de déchéance. Parce que c'est des gens qui sont en collusion avec un État étranger très belliqueux et xénophobe qui commet un génocide chez nous. Monsieur, ils ne sont pas rwandais, ils ne sont pas congolais, on ne s'en sort pas. Mais est-ce que vous avez compris leurs revendications? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ben, le M23, au départ, ils revendiquaient l'application des accords du 23 mars. Au départ de leur mutinerie qui était avant. Parce qu'ils étaient dans l'armée, lorsqu'il y a eu des pressions pour l'arrestation de Bosco Ntaganda, qui était un lieutenant de Laurent Nkunda. Qui est d'ailleurs recherché par la Cour pénale internationale. Et là, la mutinerie a pris de l'ampleur et ils demandaient l'application stricte des accords du 23 mars. Et aujourd'hui, on a suivi, ce n'est plus du tout de cela qu'il s'agit. Ils ont élargi leurs revendications, ils parlent de la bonne gouvernance, ils parlent de liberté de mouvement et Tshisekedi. En tout cas, on ne se situe plus, quoi. On ne sait plus pourquoi ils se sont rébellés, pourquoi ils ont pris les armes. Les accords du 23 mars, c'était globalement qu'on les incorpore dans l'armée congolaise, qu'ils gardent leur grade, qu'ils soient bien payés et qu'ils ne soient pas mutés de la province de Kivu, qu'ils soient
pas très loin de leur arrière-base, le Rwanda. C'est déjà une des raisons qui me pousse, sans être xénophobe, à réfléchir dans le sens de la déchéance de leur nationalité. Quand on met quelqu'un dans l'armée, on le mute. Parce que les Congos... Selon les besoins. Ah oui, selon les besoins, parce que les Congo est un et indivisible. Quelqu'un de cette tribu, un Munyarwanda, qui a la nationalité congolaise, peut rester au Bas-Congo, en Équateur, parce que le Congo est un et indivisible. Et ce qu'il demande, c'est qu'il soit toujours occupé, c'est-à-dire une espèce d'armée dans l'armée. Maintenant, s'il faut réfléchir en des termes que j'aime pas trop, en des termes ethniques, les Banyarwanda, qu'on appelle Tutsi abusivement, parce que Tutsi c'est un mot en Kinyarwanda, qui veut dire nilotique. Qui veut dire nilotique. Alors, les nilotiques, ceux qui parlent Kinyarwanda, ils sont combien dans l'armée? Dans un pays de 70 millions, ils occupent les postes clés. Mais comme si ce n'était pas suffisant, on doit encore leur ajouter des postes. Moi, je trouve que ça fait quand même un peu trop. L'application de ces accords du 23 mars, c'est des accords que je trouve mal négociés. On ne doit pas les appliquer comme tels. Et puis, si je réfléchis par rapport au M23, lorsque je regarde les radios francophones, ou pardon, que j'écoute les radios francophones, les télévisions francophones, ils ont des revendications que Trésor vient de dire. Mais lorsque vous regardez les télévisions anglophones, la principale négociation, c'est la protection du peuple Tutsi. Qui est agressé par qui? Menacé par qui? Les anciens de l'armée rwandaise sous Habyarimana. C'est quelques bandits qui sont à l'est de la RDC qui pillent les Congolais. Ils ne menacent pas les Rwandais. Aujourd'hui, les FDLR, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ces forces-là n'a plus une capacité de nuisance contre les Rwandais. C'est vraiment une force qui nuit nos populations, nos mères. C'est des voleurs de poules. C'est des voleurs de poules. Et des violeurs en plus. C'est plus une menace aujourd'hui pour les populations Tutsi. C'est plus des gens qui se cachent dans les forêts, ils ont faim, ils sortent, ils pillent les villages congolais, pas rwandais, congolais, ils prennent... Faites vraiment un comparatif d'image, parce que c'est ça que je fais souvent ces derniers temps. Lorsqu'ils sont sur RFI, ou je sais pas moi, sur une télévision francophone, ils ont un langage. Lorsqu'ils sont sur BBC, ah ben c'est ça la principale revendication. Qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Et puis qu'ils arrêtent aussi avec cette histoire qui consiste à changer de nom. Nkunda Batware, Nkunda s'appelle Nkunda Batware. Attendez, monsieur. Et Sultani Makenga s'appelle Ruzangiza. On va y arriver. Parlons de Sultani Makenga, qui est aujourd'hui le chef du M23. Le chef militaire. Le chef militaire. Sultani Makenga. Qui est cet homme-là? Vous, déjà, vous nous donnez une information, vous nous dites qu'il ne s'appelle pas Makenga. Ça, c'est un surnom. Leur méthode, c'est congoliser leur nom. Si les Banyarwanda sont congolais, pourquoi avoir honte de son nom? Un Mongo sera content qu'on l'appelle Ekofo. Un Swahili sera content, je parle des grandes langues nationales, qu'on l'appelle Amisi. Un Mukongo sera content qu'on l'appelle Ntimba. Alors, s'il s'appelle Ruzangiza, ou si quelqu'un s'appelle Karahamwe Tobiziman, qui garde son nom, pourquoi est-ce qu'il doit modifier son nom? C'est pour juste montrer qu'on est congolais. Si on demandait individuellement la nationalité, qu'on veut congoliser son nom, ben d'accord, ça c'est même ici en France. Hein, lorsque quelqu'un acquiert la nationalité française, il a le droit de franciser son nom. Ça, c'est pas exclu. Mais quand on est en guerre, prendre des petits surnoms pour faire passer la chose un peu plus facilement, on ne va pas, c'est des techniques de guerre, mais... Moi, qui est Sultani Makenga? Qui est Sultani Makenga? Est-ce que vous avez l'information comme quoi cet homme-là, le nom de Makenga serait un surnom? Non, je n'ai pas cette information. Moi, je l'ai lu dans le journal Les Phares Online. Donc il faut recouper les sources, essayer de confirmer, avoir tous les éléments. Donc à ces jours, je ne peux pas dire qu'il s'appellerait autrement que Sultani Makenga. Donc c'est un militaire qui était dans l'armée rebelle du CNDP et qui aujourd'hui a pris la tête de la nouvelle rébellion.
Nous passons pour notre troisième point, qui est la couverture médiatique. Je voulais vraiment qu'on puisse parler de cela dans le cadre où on a vu plusieurs chaînes internationales couvrir l'actualité à l'Est. On a vu beaucoup d'envoyés spéciaux, plus même avec le M23 qu'avec les FARDC. Mais, à ma grande surprise, à l'entrée de Goma, je n'ai pas vu d'image. Ni France 24, j'ai pas vu d'image de l'entrée massive de ces militaires du M23. J'ai pas vu de gros plans sur leur visage, puisqu'il y en a certains qui disent que ce sont des Rwandais. Non. Vous reconnaissez des Rwandais par les visages? La morphologie rwandaise et la morphologie bantou, on peut en faire un débat. Mais pour l'instant, il y a aussi des Niloti qui sont congolais, il ne faut pas dire. Pour l'instant, c'est pas moi. Pour l'instant, la majeure partie de ces images-là, moi, je ne les ai pas vues. Non, il y a eu des reportages photos AFP avec des gros plans des militaires qui sont rentrés à Goma. Vous avez dit des reportages photos AFP. Ouais. Ils ont été diffusés où? Sur des sites d'information depuis. Tels que Jeune Afrique a diffusé. C'est Jeune Afrique. Jeune Afrique. Jeune Afrique a diffusé. Souvent, les Congolais sont connectés sur France 24. Sont connectés sur il y a eu des images, non, de la prise de rebelles. Ça a été mal couvert. Pourquoi? Parce que ces gens que vous appelez rebelles sont du bon côté de la barrière. Les télévisions occidentales ne montrent que des images soit exotiques ou des images qui sont contre les intérêts de l'Occident. Ça serait un terroriste arabe, on verrait son visage partout. Mais les M23 travaillent pour le Rwanda, le Rwanda qui est le sous-traitant des Occidentaux. Donc ils ne vont pas étaler sur la place publique leur stupidité. Je ne suis pas d'accord avec ces discours. Les médias ont couvert, tout le monde en a parlé. Moi-même, la presse gratuite, j'ai 20 minutes et tout ça, les matins, j'ai recevé, voilà, l'entrée des M23. Moi, je ne dis pas que ça n'a pas été couvert, c'était sous-couvert. Le sujet de l'entrée. La guerre de l'Est est sous couverte en France et en Occident. Et l'entrée, la chute des Goma, quand même, tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé, mais je veux dire, entre couvrir... en fait, même cette couverture, elle est plutôt orientée dans le sens où on a plutôt l'impression que cette presse applaudit la victoire, l'entrée et la chute de Goma, que être offusqué de voir que... La presse a raconté les faits, c'est tout là. Non, la presse, il y a une tonalité, il y a une manière de faire, à mon avis personnel, qui sonne... une couverture à minima, déjà un peu moins déjà qu'en Syrie. En Syrie, je sais que pour le moment, c'est très spectaculaire. On va pas faire des trop de bombardements et tout ça. Mais mais moi, je trouve que c'était une couverture à minima. Je devais vraiment trop chercher pour aller trouver quelque chose. Là, nous sommes entre nous, personnes qui sont à l'affût de l'actualité au quotidien. Mais le Congolais moyen, comment il fait? S'il ne va pas sur Congo Mikili ou s'il ne va pas sur des pages Facebook des uns et des autres, comment il fait pour trouver vraiment l'information? Nous, je parle de Jeune Afrique, là, les jours de la chute de Goma, nous on a tenu un live blogging. Donc on a raconté l'événement, la chute de Goma, heure par heure, minute par minute. Ce qui s'est passé, pas seulement à Goma, mais dans les autres villes du pays, des manifestations à Kisangani, des jeunes sont descendus pour s'attaquer au signe du pouvoir et du parti au pouvoir, les bureaux, le siège du PPRD qui a été brûlé, la commission électorale, ils se sont attaqués au siège de la MONUSCO. Nous, on a raconté ce qui s'est passé. On a réussi à joindre certains députés provinciaux du Nord Kivu qui nous racontaient un peu comment ils sont bloqués ou d'autres qui ont pu fuir avec les blindés de la MONUSCO. Donc, nous, on a tenu un espace web pour essayer de raconter aux internautes congolais. Mais encore une fois, quand vous faites tous ces efforts-là, ça reste pour une population bien déterminée. Ce que je veux dire, le papa congolais, 45 ans passés, vous pensez qu'il est capable de suivre ce live blogging? Pourquoi il ne peut pas suivre?
Là, on rentre dans les problèmes internes au Congo, parce que peut-être qu'il n'a pas l'Internet, il n'a pas Internet, c'est pas aux médias français la couverture généralisée dans ce type d'information, c'est plutôt télévisé. Vous pensez que tout le monde a une télévision au Congo? Non, parlons de la diaspora. Mais la diaspora, il peut suivre les blogging quand même. Non. Non, c'est faux. À mon humble avis, c'est totalement faux. Pourquoi? Et pourtant, les normes des visiteurs qu'on a eu, c'est le contraire. Jeune Afrique, si on parlons de Jeune Afrique. Non, on n'est pas là pour parler de Jeune Afrique. Alors, si vous prenez des références de Jeune Afrique, on va parler de Jeune Afrique. Par rapport à la couverture de l'événement, la chute des Goma et comment on a essayé de... Moi, je maintiens que c'était une couverture à minima. Jeune Afrique, c'est un site panafricain. C'est un site panafricain où nombreux sont les Africains qui s'intéressent et qui viennent. Mais vous prenez un site spécialisé 100% congolais qui, comme on dit vulgairement, cartonne, mais vous verrez que les gens, ils ont du mal à naviguer. Et moi, je vous dis que la grande messe de France 24 ou de TV5 n'a pas fait son travail, ou n'a pas montré toutes les images. Moi, j'ai été surpris de voir des images répétitives. On avait tout le temps les mêmes images. C'est pas comment dirais-je... Le M23 travaille pour le Rwanda travaille pour les Occidentaux. Ne comptez pas sur les télévisions occidentales pour être efficace dans la couverture de ces événements, parce que cette couverture risque d'aller à l'encontre de certains intérêts financiers énormes ici en Occident. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Pour finir, nous allons parler du rôle du Parlement congolais et de ses députés. Dernièrement, on a pu voir une scène inimaginable où un député se présentant à la tribune s'est cru place Matongé, place Victoire, en train de parler, je ne sais pas, méchant, espère il y a communication, au nom de Zachary Bababassoué. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Zachary Bababassoué devant l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le rôle d'un député de se mettre en scène comme cela? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? S'il a été élu par des personnes qui parlent verlan, peut-être qu'il s'est adressé à son panel d'électeurs qui comprennent ces langages-là. Mais au moins, il y en a un qui a parlé, parce que les gens sont très timides lorsqu'il s'agit de condamner le Rwanda. Tout à l'heure, on a parlé de nationalité. La nationalité, par définition, c'est le vouloir vivre collectif. Et c'est les personnes qui ne veulent pas vivre dans la communauté congolaise, ces personnes-là doivent être exclues. Et ceux qui condamnent leurs agissements doivent avoir une voix audible. Bon, c'est peut-être innovant, hein? Moi, quand j'ai vu, j'ai trouvé que c'était très innovant, bien que souvent, je n'aime pas trop commenter les affaires de ce Parlement, qui a un sérieux problème de légitimité. Mais je trouve que c'est très innovant. Bon, peut-être que ces électeurs parlent le verlan, et ils ont dû le comprendre par rapport au verlan. Oui, moi, c'est pas la langue que Zachary Bababassoué a utilisée qui m'a dérangé ou quoi que ce soit, parce que c'est une langue nationale. Le lingala, c'est une langue nationale. Oui, loin de moi le problème de langue, mais c'est plutôt se mettre en scène, le gestuel. Il ne s'est pas mis en scène, il était fâché, si on peut le croire, dans ses propos. Il était fâché, il était énervé, il est parti dans cet élan-là de colère pour dire que voilà, réveillez-vous, les Congolais. Il s'est adressé à son électorat pour demander aussi aux députés de s'élever, de déclarer. Il a demandé il aurait une liste de collabos. Déclarer la guerre contre le Rwanda. Zachary, il a une liste de collabos parmi les députés. Comment? Il a une liste de collabos parmi les députés. S'il faut sortir une liste de collabos, il n'y en aura pas que parmi les députés. Hein. Okay, ben voilà, toutes les institutions congolaises sont truffées de collabos. Il a tenu son discours là, qui était en guerre, mais le problème que moi j'ai trouvé, c'était un peu une sorte de dérive au populisme. Quoi. Les discours étaient un peu... ça frôlait l'incitation à aller chercher ces gens-là, c'est pas moi, les tuer. Vous savez, Bouébirane et tout ça, la Karawa, tout ça, c'était vraiment la limite quoi,
C'était sûrement à la limite. À la limite de l'incitation à la... Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi avec cette agression, il ne faut pas finalement aller dans le sens de Zacharie et s'offusquer et vraiment être prêt à tout casser pour récupérer... Aujourd'hui, il faut que les Congolais s'élèvent. Il faut que les Congolais s'élèvent et disent, tous les Congolais puissent dire non à la guerre à l'est du pays, parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années que les gens n'arrivent pas à vivre chez eux, que se déplacent, des femmes, des enfants, et qui sont violés, tués. Il faut que ça s'arrête, quoi. Les Congolais ont le droit aujourd'hui de s'élever, de dire non à ça. Voilà, on est d'accord avec Zacharie, mais il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac pour pointer les gens en fonction de leur morphologie, pour dire qu'il faut les chasser. Le rituel à la fin de chaque émission, messieurs, c'est de nous dire ce qui vous a marqué, hormis l'actualité de la RDC, ce qui vous a marqué dans l'actualité, ou si vous avez un livre, quelque chose à conseiller aux gens qui nous suivent. Kerwin Maïzo, qu'est-ce qui t'a marqué, ou si tu as une lecture à proposer aux gens qui nous suivent? Deux choses. Première chose, c'est la suspension des radios Okapi. Hein, ça m'a choqué. C'est une des rares radios congolaises qui couvre tous les territoires. Donc, j'ai dit congolaises, c'est mettant Congo, qui couvre tous les territoires. Et cette suspension, je trouve que c'est injuste et un pays démocratique ne se comporte pas comme ça. Et puis, ils ont dit que parce que Radio Okapi n'aurait pas présenté sa grille, RFI a dit que parce qu'il donne la parole aux rebelles. Mais moi, je pense que l'interview de M. Mounabaye, qui a dit que le Congo n'est pas sous embargo des armes, hein, il a démontré noir sur blanc que l'embargo ne concernait que les groupes armés, déjà. Le gouvernement congolais n'est pas un groupe armé, et que cet embargo aussi a été levé depuis 2008, pour preuve que le Congo continue d'acheter les armes. Moi, je pense, je peux me tromper, que c'est peut-être par rapport à ça, parce que c'est une vérité qui dérange. Mais Kerwin Maïzo, autrement que la RDC, qu'est-ce que tu as retenu? Non, mais j'allais ajouter, je commençais par là parce que c'est très important. Moi, je suis internationaliste, tu le sais. Oui. Je peux parler de la Nouvelle-Guinée ou de la Tasmanie. Allons-y, monsieur. À l'aise. Les groupes Anonymous ont réussi à pirater les ordinateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dedans? Ils ont trouvé que beaucoup de professeurs français de l'université Jussieu, qui est vraiment une des meilleures en matière scientifique dans le monde, travaille pour le programme nucléaire israélien. Alors, il y a deux conséquences. Et même un ambassadeur français, il est dedans. Bon. Des conséquences. Vous savez, il n'y a pas longtemps, des professeurs iraniens ont été assassinés suite, justement, parce qu'ils travaillaient pour le programme nucléaire iranien. Un Anglais qui aurait été assassiné en France. C'est déjà mettre la vie de ces professeurs en danger. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que l'AIEA a des preuves du programme nucléaire israélien. Quelle légitimité a-t-elle de continuer de condamner le programme nucléaire iranien si, pour le programme nucléaire israélien, l'AIEA c'était... Moi, j'aurais préféré qu'ils disent qu'Israël a un programme nucléaire. Nous sommes au courant. Il y a des professeurs français qui y travaillent. Mais vu qu'Israël est un petit État entouré de plusieurs pays hostiles, ils ont le droit d'avoir la bombe atomique et de se défendre. Les dire, c'est mieux que de se taire et de continuer à faire pression sur l'Iran. Nous voulons un monde un peu plus juste. Merci beaucoup, Kerwin Maïzo. Trésor, mon ami, bienvenue à Parole de journaliste. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau de l'actualité, hors l'actualité de la RDC? Brièvement, hors de l'actualité chaude en RDC, il y a eu le vote des Nations Unies de Palestine comme État observateur. Ça, c'est un événement marquant qui restera dans l'histoire. Et un autre événement, ça touche un peu la RDC, mais c'est plus sur les réseaux sociaux, c'est Facebook qui a supprimé la page M23 suite à plusieurs signalements des internautes congolais qui se plaignaient que ces groupes rebelles puissent avoir une page Facebook. C'est aussi un événement marquant. Et les derniers qui m'ont marqué... Mais dans son article, il a donné l'impression que c'est l'ambassade de la RDC au Benelux qui est à l'origine. C'est l'impression que j'ai eue. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'ambassade a relayé, il n'a pas hésité à relayer l'information des Titos. Voilà. Okay. Donc il y a une petite nuance. Et c'est pas l'ambassade qui a donné. Voilà. Donc un autre événement qui m'a marqué, c'est continue d'ailleurs, c'est la conférence internationale sur le climat qui se déroule en ce moment à Doha. Là, les enjeux sont très importants pour l'Afrique.
Parce que voilà, 2012 déjà c'est une des années les plus chaudes que le monde a connues depuis 160 ans. Donc ça va continuer à se réchauffer la planète si les États industrialisés ne s'engagent pas à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, les enjeux aussi pour l'Afrique, c'est les fonds verts. L'Afrique qui aujourd'hui aide le monde un peu qui va souffrir de ces réchauffements planétaires a besoin de moyens pour s'adapter au réchauffement climatique. Et les pays qui polluent plus hésitent, sont toujours réticents à mettre la main à la poche pour essayer d'aider ou de donner, de contribuer à ces fonds verts qui a été décidé depuis 2009 à Copenhague pour aider les pays pauvres à lutter contre les réchauffements planétaires. Donc aujourd'hui, avec la conférence à Doha, les États africains vont essayer de forcer la main de ceux qui ont plus d'argent, plus de moyens pour essayer d'équilibrer un peu les inégalités. Et comme aujourd'hui c'est la journée internationale de lutte contre le sida, en une phrase, protégez-vous. Ou si vous voulez sortir, sortez couverts. Sortez couverts, protégez-vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.